Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans On se dit tout. Je vous propose aujourd'hui un dossier sur le dépassement de soi, mais également une interview santé, car la clé de la prévention, c'est la sensibilisation, et la sensibilisation passe par l'information. Notre interview santé sera consacrée à une maladie silencieuse, une pathologie handicapante, mais évitable, l'AVC. Ça, c'est en deuxième partie. Pour l'heure, on se booste, on se dépasse et on se surpasse sur Médien TV. Le dépassement de soi ou comment doper son mental pour atteindre ses objectifs, une philosophie de vie pour réaliser les projets qui nous tiennent à cœur, pourquoi certains y arrivent et surtout comment, et pourquoi sommes-nous nombreux à bloquer, à reporter, voire à procrastiner nos envies, nos résolutions et à baisser les bras face à un seul adversaire, nous-mêmes. On vous dit tout aujourd'hui et c'est surtout eux qui nous disent tout. Allel Benani, vous êtes thérapeute humaniste, coach international avec Tony Robbins, expert en psychologie appliquée. Merci d'être là. Alex Mantarach, vous êtes coach certifié, fondateur du site Bodysim. Merci à vous. Et Hassan Baraka, notre champion, notre athlète marocain, plus jeune nageur mondial, a rallié les 5 continents à la nage. Premier Marocain à courir 7 marathons en 7 jours consécutifs sur 7 continents. Vous êtes également consultant sportif. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau d'On se dit tout. Alors messieurs, qu'est-ce qu'on a? On a Iron Man, on a Batman, on a Superman. Merci beaucoup d'être là. C'est vrai qu'avec vous, on va avoir beaucoup de rêves, mais il va falloir ramener tout ce rêve à la réalité, à notre quotidien à nous. Qu'on soit maman, papa, jeune cadre dynamique, ambitieux, quelqu'un qui est en recherche d'ambition, justement, vous allez nous donner les clés de vos réussites et ce que vous communiquez notamment dans vos séminaires. Pour commencer, et sans vouloir faire de philosophie de bas étage, Allel Benani, lorsqu'on parle de dépassement de soi, on parle d'un soi, de soi. Est-ce qu'il faut se connaître avant ou c'est finalement ces objectifs, la façon de les atteindre, c'est ce qui nous amène à mieux nous connaître? Je pense que c'est un peu les deux. Je pense que d'abord, il faut se connaître, parce que pour justement te dépasser, il faut partir de te connaître. Mais je pense qu'on a tous ce souhait naturel, ce désir de grandir, de progresser, d'évoluer, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation. Donc je pense que c'est vraiment dans l'être humain. C'est vraiment dans l'être humain ce besoin de grandir, de se surpasser, de progresser et d'évoluer. Donc... Alors, Hassan, vous dites c'est naturel. C'est-à-dire qu'on a tous cette étincelle en nous, l'étincelle, on va dire, d'accomplir des choses qui au début nous paraissent impossibles, mais qu'avec la force de volonté et de la persévérance, on arrive à appliquer. Moi, c'est ce que j'explique lorsqu'on voit, par exemple, des triathlons Ironman, c'est des 3 km de natation, 180 km de vélo, 42 km à pied. On se dit, ça c'est impossible à faire. Mais ensuite, on passe par une deuxième étape où on se dit, il y a des gens qui le font, donc c'est pas si impossible que ça. Et on passe par une troisième étape, s'il y a des gens qui le font, pourquoi pas moi? Donc en fait, l'envie est innée, c'est ça? Maintenant, la réalisation du processus, c'est différent, mais l'envie est là, chez tout un chacun. L'envie, mais surtout, je vous parle de cette étincelle, on va dire, qui nous permet d'accomplir des choses. Et là, il y a vraiment un exemple que je reprends toujours, c'est celui de Isaac Newton, en fait, on dit qu'il a découvert la loi de la gravité. Or, il ne l'a pas découvert. Tout ce qu'il a fait, c'est donner un nom à cette loi. Cette loi existait déjà. Voilà. Et donc, en fait, quand on voit dans le dictionnaire, le mot découvrir, c'est dégarnir, retirer quelque chose qui casse autre chose. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait, avec chacun d'entre nous, il faut découvrir. Dégarnir ce qui est à l'intérieur de soi. Alex, pour vous, est-ce que, justement, ce soi, est-ce qu'on a tendance à le surestimer ou à le sous-estimer par rapport à ses compétences et ses capacités? Je pense que dans le cas de la majorité des gens, c'est plutôt une tendance à sous-estimer ses capacités propres. On a tendance à avoir une vision assez réductrice de ce dont on est capable de faire, alors que, comme l'a souligné Hassan, je crois que ces potentialités, on les possède elles existent en tout à chacun. Et je pense qu'il y a toujours moyen justement de trouver les moyens, les clés par soi-même pour aller découvrir ses potentialités et les aider à se révéler. Donc je pense que le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils vont avoir tendance à se dire « je ne suis pas capable, c'est pas pour moi ». Et il y a, comme j'en avais parlé précédemment, il y a aussi un processus de conditionnement très négatif qui est fait en amont et qui est lié parfois aux sociétés dans lesquelles on vit, qui nous conditionnent négativement. Et c'est la raison pour laquelle on a tendance à penser qu'on n'est pas capable de réaliser ce genre de choses. On n'est pas capable, donc en fait, on va dire que généralement on se dit « je ne suis pas capable ». Les autres y arrivent
mais pas moi. c'est Mais pas pour Hassan moi. disait, les autres y arrivent, mais pourquoi pas moi? C'est ça. C'est quoi la différence? Pourquoi certains sont capables de dire, mais c'est pas pour moi, et d'autres sont capables plutôt de dire, et pourquoi pas moi? Toute la différence est là. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi, on se divise en deux types de personnes, ceux qui sont plus optimistes et ceux qui sont plus pessimistes. Exact. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on ait, on va dire, des exemples, des rôles modèles qui nous poussent à se dire, voilà, eux l'ont fait, pourquoi pas moi? Ben, c'est pour ça que vous êtes là, messieurs, aujourd'hui. Effectivement, il faut qu'on ait des patrons à émuler. C'est très important de prendre exemple sur des gens qui ont réussi à accomplir des choses, parce que c'est chez eux qu'on peut retrouver les clés qui vont nous permettre justement de déverrouiller nos propres inhibitions. Ok. Hassan Baraka, vous avez soulevé les 7 travaux d'Hercule dernièrement. Vous avez, alors je lis, vous êtes le premier Marocain à courir 7 marathons en 7 jours consécutifs sur 7 continents. Bon, la liste est longue de vos réalisations, mais là, ça c'est la dernière réalisation, on va dire. Mais le commencement était pas facile en fait. Est-ce qu'on peut rapidement rappeler votre histoire? Vous avez toujours été sportif depuis le plus jeune âge, c'est ça. Donc, mais vous avez eu un accident. ouais, brièvement, voilà, c'est très Brièvement. simple. On a un rêve, donc on veut l'atteindre. Donc dans une vie, en général, on doit avoir un objectif. Et cet objectif, on peut l'atteindre après plusieurs années, comme vous verrez dans mon cas. J'ai commencé à faire le judo à l'âge de 4 ans, j'ai fait du foot, je suis allé passer des tests au Real Madrid quand j'avais 12 ans, je les ai pas eus. J'ai commencé à faire du rugby, donc en Espagne, jusqu'à arriver au plus haut, on va dire la première division espagnole. Et là, je me dis, tu peux pas gagner ta vie en Espagne, il faut que tu ailles en France pour devenir professionnel. J'arrive en France, au bout de 2 mois, je me casse l'épaule. Oui. Et une fois que je me suis cassé l'épaule, je peux plus devenir joueur de rugby professionnel. Je pesais 96 kilos. Et là, je mets toute une stratégie pour commencer à faire des défis un peu extrêmes, donc des triathlons Ironman dont je vous Oui, ai mais qu'est-ce parlé. qui s'est passé justement? Alors, Parce que passer d'un joueur de rugby ouais. au triathlon, en ayant eu un gros choc physique, en ayant eu un accident, une opération, en ayant été alité. C'est très simple, j'ai appris à m'écouter, à me découvrir, parce que lorsque j'étais alité sans pouvoir bouger mon bras, et à chaque fois que je somnolais un peu, le coup tirait sur mon épaule et j'avais des douleurs atroces qui faisaient que je dormais pas, j'ai commencé à regarder des vidéos pour me distraire sur Internet, et c'est comme ça que j'ai découvert, on va dire, des gens qui font des triathlons Ironman, des gens qui traversent la Manche, qui font ce genre de choses, et c'est là où je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi? Donc en fait, j'ai découvert, j'ai dégarni ce que je vous expliquais tout à l'heure, et j'ai retiré Alors, Alal Benani, Hassan a dit, j'ai appris à m'écouter. Est-ce que nous sommes tous capables de nous écouter? Je suis convaincu aujourd'hui que oui, absolument. Je D'accord. pense qu'il y a beaucoup de bruit autour. On est constamment sollicité. Il y a énormément de distractions. Il n'y a plus de porte. Tu es à la maison, il est minuit et demi. Tu as ton WhatsApp qui le Facebook. Il n'y a vraiment plus de limites. Et je pense que c'est ça un des plus grands challenges à laquelle on doit faire face. C'est vraiment cette capacité de se retrouver à soi-même, de pouvoir s'écouter, de pouvoir... La faire clé de abstraction. s'écouter, c'est quoi? Mis à part abstraction de tout ce qui est nouvelles technologies, téléphone, WhatsApp et compagnie, ok. Mais La présence. C'est-à-dire? C'est vraiment être présent pour toi. C'est vraiment prendre le temps de t'asseoir en toi-même. Vraiment. Alors, Et- ok, juste pour remettre les choses dans leur contexte, c'est vrai qu'on a 3 Superman sur le plateau, chacun avec son expérience, coach, accompagnateur, sportif de haut niveau. Vous, on va dire, vous êtes un petit peu nos modèles aujourd'hui. Vous allez nous donner, nous faire rêver, nous donner la technique pour arriver chacun à se dépasser selon ses envies, ses besoins, ses moyens aussi, parce qu'il faut être peut-être... Je vais vous poser la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut être indulgent avec soi ou pas? Mais recentrons les choses au quotidien. C'est-à-dire quand vous dites il faut se retrouver, s'écouter et se retrouver avec soi, ça veut dire quoi? Si tu prends, on rigolait juste dans les coulisses 5 minutes avant, je ne vais pas donner le même exemple, mais si juste tu prends 1 minute pour vraiment prendre le temps d'être avec toi-même, tout simplement. Faire... C'est ça. Être avec soi, oui, pardon. Non, et ce qu'il y a, c'est que aussi, c'est les questions que l'on va se poser, qui est important de pouvoir déceler, établir en amont. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis capable de faire, où est-ce que je veux aller, est-ce que je suis satisfait des choses en l'état présent. Et à partir du moment où on commence à se poser ces questions, on débouche souvent non pas sur des réponses, mais sur d'autres questions, qui nous amènent à d'autres questions. Et chemin faisant, on apprend justement à se Mais est-ce qu'on se découvrir. pose tous ces Et c'est- questions?
Ben, on ne le fait pas justement parce que, comme Alal l'a souligné, on est souvent parasité par le bruit environnant qui nous empêche justement, qui nous distrait de ces questions essentielles qui peuvent nous amener à la connaissance de soi, qui, elles, conditionnent justement ou qui est une étape préparatoire pour aller vers le dépassement de soi. Hassan. Pour appuyer donc ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, donc on prend pas ce temps donc pour savoir d'où on vient, où est-ce qu'on veut aller, comment on se sent à l'instant T. Et on remarque qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas un objectif défini. Donc je reviens sur cette histoire d'objectif défini. C'est important, c'est sûr. Et donc s'ils n'ont pas d'objectif défini, par exemple, d'accord, moi je voulais rallier les continents de la nage, oui je voulais, mais je peux très bien me dire, je veux un nouveau job, je veux un meilleur salaire, etc. Absolument, chacun dans son domaine. Mais je dois prendre ce temps-là pour quantifier de combien je veux mon augmentation. Je veux savoir dans quelle nouvelle branche, nouvel domaine d'activité je veux. J'ai besoin de ce temps-là. Alors, je pense qu'il y a aussi une dimension qu'on n'a pas mentionnée qui n'est pas forcément externe. C'est-à-dire c'est pas un objectif que je veux obtenir ou un nouveau job. Il y a aussi une dimension interne de qui je veux devenir. Me dépasser, moi, intérieurement. Qui je suis vraiment, qui je veux être. Et je crois que ces objectifs sont très importants, c'est fondamental, mais je crois qu'il y a une dimension qui est au-delà de l'objectif, mais c'est vraiment la finalité de mon âme, la finalité de qui je suis. Et c'est ça qui va t'amener à marquer ces objectifs. Et c'est ça qui va t'amener, à mon avis. Hein, mais qu'est-ce qui amène la personne à se poser ce genre de questions? C'est-à-dire, souvent on se dit c'est des questions de trentenaire. Est-ce que c'est vrai? Je ne crois pas nécessairement. Pas forcément, je pense qu'il non. y a plusieurs cas de figure. Je crois qu'un des cas de figure, déjà, c'est qu'il peut y avoir une prise de conscience soudaine. Chez certaines personnes, c'est le cas. C'est-à-dire que le déclencheur peut être externe. Ça peut être par exemple un événement traumatisant, un accident, une expérience de mort imminente ou quelque chose, une déception relativement importante qui peut amener justement à ce déclic. Après, chez d'autres personnes, ça va se faire de façon plus progressive, plus étalée. C'est le moment où, en quelque sorte, la coupe de la frustration, elle atteint le ras, en quelque sorte, et qu'elle déborde. Donc et on c'est atteint là quelque qu'on chose de très négatif. Et là, encore une fois, voilà, de très négatif, et c'est là qu'on aboutit à un déclic qui va nous amener justement à vouloir faire une coupure ou marquer un hiatus avec notre passé et vouloir se reconstruire vers le présent. Là, vous êtes d'accord? Je suis d'accord, je crois qu'il y a deux faces à la pièce a deux faces. Oui. La face où vraiment tu as une expérience traumatisante qui est difficile et tu as un déclic et tu veux rompre. Et l'autre phase qu'a mentionné tout à l'heure aussi Hassan, c'est que tu as des rôles modèles, tu as des gens qui te font rêver et tu vois et tu crois à cette autre possibilité de vie que tu peux aspirer. Donc c'est soit vraiment tu veux rejeter une chose ou vraiment tu te projettes dans des personnes qui ont eu le courage d'aller de l'avant, de vivre leurs rêves et d'inspirer des... Mais pourquoi je disais c'est peut-être un questionnement de trentenaire, de quadra, parce que souvent c'est l'âge un petit peu où on s'installe dans la vie, où on s'installe dans une zone de confort, où on travaille, on a des enfants, on atteint une certaine maturité, on a l'impression d'atteindre plutôt une certaine maturité, on atteint aussi une forme de confort matériel. Mais un jour on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de... Est-ce que c'est tout, c'est ça la vie? Je travaille, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des enfants, est-ce que c'est ça la vie? La question que je pense qu'il faut qu'on soulève, c'est est-ce qu'on fait les choses par passion? On n'est pas. Voilà, est-ce qu'il y a de la passion en amont? C'est ce qui nous permet d'avancer et on va dire d'avancer, on va dire intérieurement. Donc ça c'est pour avancer intérieurement, d'accord. Mais quand on arrive à se poser la question, on est souvent installé dans une zone de confort et on se dit je suis quand même trop confortable. Est-ce que je vais rester comme ça confortable toute ma vie ou il faut que je bouge? Je crois qu'on rejoint ce qu'on a commencé par dire. Je crois que vraiment ce besoin de progrès il est dans l'être humain. D'accord. Tu peux tout avoir justement, dans ta vie. Quand on arrive à la zone de confort, on a envie de bouger. Les gens qui t'aiment, tout. Mais si tu sens que tu stagnes, et on en parlait tout à l'heure, je disais quoi, c'est quoi ton next challenge? Si tu vois que tu stagnes, tu déprimes. Le sujet, c'est dépassement de soi. Et dans le dépassement de soi, le verbe dépasser, c'est de l'action. Alors, Hassan, vous établissez comment vos programmes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un programme sur les 5 ans ou les 10 ans à venir? Voilà les événements auxquels je veux participer, les challenges que je veux relever, ou c'est un événement qui vous renvoie à l'autre? Alors oui, on va dire pas mal. Un plan d'action? On a pas mal d'idées, oui, mais c'est important d'avoir une stratégie. Quand on a notre objectif, pour y aller, il faut avoir une stratégie. Mais c'est vrai que par exemple, moi, ce que j'expliquais, c'est que lorsque j'ai traversé le détroit de Gibraltar, j'avais pas prévu de faire les 4 autres traversées. Mais le fait d'avoir traversé Gibraltar m'a motivé, m'a donné confiance en moi pour pouvoir faire le reste. Voilà. C'est déjà un mini-succès, un premier succès qui a amené au... Donc j'ai besoin de mini-récompenses constamment. Enfin, c'était quand même assez conséquent. Qui me motive. Si je veux perdre 20 kilos, il faut que je pense à perdre 5 kilos parce que sinon ça va me paraître... Alors l'histoire du poids aussi, l'histoire pour ramener les choses à notre niveau, à
à notre quotidien, pour les gens qui nous regardent. L'histoire du poids, Oui. l'histoire du sport. On est nombreux en ce début d'année à vouloir s'inscrire dans une salle de sport, à commencer une activité physique, à vouloir perdre du poids. Et en fait, on fait l'action, par exemple, on fait l'action d'aller s'inscrire, de payer une année d'abonnement par exemple. Et on y va une fois, deux fois, trois fois, après hop, on laisse tomber. Parce que vous y allez de façon trop régulière au départ. Il faut que vous soyez un pas après l'autre et que vos pas soient petits. Voilà, il faut... Mais on y va de façon trop régulière au départ parce qu'on est super motivé. Eh ben, c'est pas bon, ça. Il faut pas être super. C'est parce que déjà, comme l'a sous-tendu le commentaire précédent de Hassan, ce qu'il y a, c'est que pour accumuler les grands succès, il faut commencer par accumuler les mini-succès. Et le problème, c'est que la plupart d'entre nous avons tendance à procrastiner jusqu'à une certaine date où la courbe de la frustration encore atteint sa plénitude. Et à partir de ce moment-là, on se dit, voilà, tout ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent, je vais commencer à le faire dès aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens échouent, c'est qu'ils se fixent une montagne à gravir, alors que l'essentiel pour réussir à gravir cette montagne, c'est de se concentrer sur le prochain pas. Et en l'occurrence, en matière de perte de poids, puisque j'ai pas mal de clients qui me demandent ça, le premier problème, c'est que les gens veulent et intégrer la salle de sport, et commencer un plan alimentaire, et couper la cigarette, etc., etc. Et ce cumul des objectifs fait qu'ils n'arrivent à rien au final parce qu'ils finissent par se décourager. Et juste pour finir par rapport à ça, il y a un auteur. C'est très important. Il y a un auteur. Il nous faut en les tout cas, astuces. pour finir mon intervention Oui, par rapport à ça, ouais. il y a un auteur américain qui s'appelle Leo Babauta et qui a écrit un ouvrage très intéressant sur la question qui s'appelle L'art d'aller à l'essentiel. Et dans cet ouvrage, il dit la chose suivante. Il dit que si vous vous fixez un objectif par mois, et pour beaucoup de gens, un objectif par mois, c'est trop facile. Vous avez 80% de chances de réussir à atteindre cet objectif. En revanche, si vous fixez 2 objectifs, ce taux de réussite chute à 20%. Et ainsi de suite, plus vous vous fixez d'objectifs. Alors concrètement, Il y a le sport et le... Oui, Pardon, il y a une composante qu'on n'a pas mentionnée qui est très, 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 très importante. C'est que tous ces gens-là dont tu parles, qui se fixent des objectifs en nouvelle année, ils le font d'abord parce qu'ils pensent qu'ils doivent le faire. Et ils font ces objectifs parce qu'ils sont là. Exact. Ils sont dans l'intellect. Ils réfléchissent, je pense, je dois le faire. Et il leur manque la composante émotionnelle. On ne fait pas ce que l'on pense. On fait ce que l'on sent. Mais ça veut dire quoi? Quand quand on s'inscrit dans une salle de sport et qu'on n'y va pas, c'est qu'on n'en a pas envie? Parce qu'il faut que tes objectifs... Tu n'as pas l'émotion qu'il faut. Comment je peux la mettre en place? Moi, je veux juste y aller. Alors, comment je mets en place l'émotion? Parce que c'est nécessaire. Je veux dire, beaucoup de personnes se disent, je veux... Pourquoi? Parce que d'abord, ça permet d'être bien dans sa tête, ça permet de libérer des hormones qui donnent du bien à sa tête quand on fait du sport, ça permet de contrôler son poids, de lutter contre certaines maladies. Donc, comment on peut connecter l'esprit et l'émotionnel pour se faire du bien? Pour quelque chose qui reste quand même douloureux. Le sport, c'est difficile, c'est pas facile. C'est ce que j'explique et ce que je partage, c'est les expériences que je fais vivre aux gens dans les ateliers que je fais au Maroc en ce moment. C'est vraiment leur expliquer d'une manière simple et facile comment tu connectes la tête avec le cœur. Et une fois que tu as l'émotion qu'il faut, tu as besoin de personne derrière toi en train de te crier pour aller faire ton sport. Mais comment on les connecte? Je vais te dire, je t'invite à l'atelier pour faire une réponse. Pour les téléspectateurs. Pour faire une réponse, je pense que la manière la plus simple, et pour donner une réponse qui soit un peu simple et accessible sans rentrer dans les détails, c'est d'abord vraiment visualiser ce que tu veux créer en allant dans cette salle de sport. Vraiment visualiser cette image à laquelle tu veux te connecter. Et ça va te donner l'émotion, ça va te créer l'émotion qu'il faut. Si tu prends le temps et c'est pas perdre de 5 kilos. Perdre 5 kilos, c'est pas du tout, ça donne pas envie. C'est vraiment être plein d'énergie, être fit, peser ton poids idéal. Et ça va te donner envie. Et si tu prends le temps de le visualiser, de le goûter avant même de le vivre, déjà tu vas être dans une position, quand je parle de la position, une partie émotionnelle qui est beaucoup plus favorable que dans une position de te dire il est 7 h du matin, il faut que j'aille au sport. J'ai pas envie. Tu vas rien faire, tu vas pas le faire. Mais tu vas y aller 3 fois. C'est pas ce qu'on appelle le mental d'athlète, le mental du sportif, c'est ça? Écoutez, moi j'ai eu cette expérience là lors de ce défi des 7 marathons en 7 jours d'affilée sur cet continent. Donc où pour le physique c'est quand même un peu lourd. Mais juste pour que vous ayez une idée par exemple de la difficulté logistique, on courait un marathon, on montait dans un avion, on dormait dans l'avion, on atterrissait, on se remettait à courir. Wow. Entre la 4e étape et la 5e que j'ai fait à Madrid, je finis un marathon à 7 h de l'après-midi. À 11 h du soir, je suis en train de courir à Marrakech. C'est possible physiquement, on y arrive? On y arrive parce que, je reviens donc à ce que disait Hellel, c'est que au début de chaque marathon, je me voyais franchir la ligne d'arrivée. Donc je me projetais dans ces moments, on va dire, où je levais le drapeau marocain, où j'allais prendre ma femme dans mes bras.
Et ça me donnait cette pêche pour, on va dire, j'avais un boost où je courais, je veux dire, pendant 100 mètres à une vitesse à laquelle je ne devais pas courir pour respecter, on va dire, mon timing de référence. Mais comment on y arrive? C'est quoi? C'est parce que vous avez eu une routine du succès, on va dire? Ou c'est parce que donc je me suis renseigné, j'ai demandé un peu à droite à gauche, je me suis formé dans le domaine, mais c'est toujours important de se projeter. Moi, je vous expliquais aussi lorsque je faisais les défis à la nage, où pendant toute l'année, j'avais des images de requins, d'eau glacée, pour que le jour venu, le jour où on est confronté à ça, on a, on va dire, vécu cette situation une centaine de fois auparavant, et on peut faire face à n'importe quelle éventualité. Alors pourquoi on se met souvent des blocages par rapport à cette histoire du dépassement de soi, se dépasser, que ce soit par la réalisation de choses dans son quotidien ou que ce soit également par rapport à la réalisation de son état intérieur? Vous parliez des coulisses, on discutait dans les loges avec différentes personnes de ce sujet. Et surtout, les femmes, nous, on est souvent, on pense, j'utilise bien je choisis mon mot parce que vous allez me dire, non, c'est faux. Donc c'est pour ça que je dis, on pense ne pas être capable. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de responsabilités. Les enfants, la maison, parfois le boulot. Et on se dit, c'est plus facile pour un homme, parce qu'un homme, finalement, c'est vrai que les hommes, vous bossez, mais on va dire, vous avez principalement la charge de votre travail. Et la femme, on a la charge du boulot, des enfants, de la maison, des courses, de beaucoup de choses. C'est encore comme ça au Maroc? Allel, vous êtes en Espagne depuis un bon bout de temps? Je crois, oui, je crois. Je me rends compte que oui. Je me rends compte que oui. Alors, si tu veux, je te donne un élément de réponse. La première des choses, c'est de vraiment y croire. Si tu n'y crois pas, et je pense que nos amis champions ici vont le confirmer, c'est perdu d'avance. Parce que tu vas pas faire ces derniers coups de pouce dont tu as besoin pour vraiment y arriver. Tu vas jeter l'éponge juste avant d'être presque. Oui. Donc, première chose. Et deuxième des choses qui me paraît très importante et j'aimerais souligner, c'est que là, on parle de champion, on parle de réalisation et c'est génial. Mais tu n'as pas besoin de traverser 7 continents pour être champion. Tu peux être champion dans ta vie, tu peux être la meilleure maman que tu peux être. Oui, tu mais peux être pour être championne, on va dire, la meilleure épouse que tu peux être. Pour être championne à la maison, il faut un minimum de temps. Mais nous, les femmes, on a très peu de temps à nous. C'est une réalité. C'est-à-dire que le matin, c'est les enfants, l'école, le boulot, la maison, les courses. Et une journée, c'est une journée. C'est rarement ce que tu fais. Oui. C'est souvent comment tu le fais. D'accord. C'est rarement prendre tes enfants, les amener à l'école et les mettre comme si c'était des paquets de DHL. Ça l'est pas, ça l'est pas. Je sais pas, mais de prendre le temps de vraiment savourer le moment, profiter de ce moment pour les éduquer, profiter de ce moment pour partager un moment de qualité. C'est rarement cette croyance que tu as que c'est le temps, c'est peut-être celle qui te limite. C'est souvent comment on fait les choses. Et je laisse la parole. Alex a quelque chose à rajouter. Moi, je dirais que pour en revenir à la question initiale, je pense qu'une des raisons pour laquelle les gens n'arrivent pas à accomplir leurs objectifs, etc., c'est qu'il y a déjà le poids de la conscience collective. Avec tous les « c'est pas possible, tu n'y arriveras pas ». On vit dans des sociétés qui sont quand même assez négatives en cela qu'elles nous conditionnent dès notre plus tendre enfance, justement, à croire que c'est pas possible, que de se poser la question du pourquoi pas, parce que la question qu'on dit pourquoi toi tu y arriverais, mais non, mais pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que moi je n'y arriverais pas? Cette question-là, très peu de gens se la posent parce que pour ce faire, il faut sortir de la zone de confort et de la pensée conditionnée collective. Donc ça, c'est très important de le faire. Je lui renvoie. Tu me posais la question juste avant de commencer l'émission. Tu me disais, les gens qui te disent, t'es pas capable de le faire. Ouais. Quel est le pourcentage auquel tu écoutes, quelle est la part de ta motivation? Tu écoutes ce genre je lui dis 10%. Parce que 90%, je le fais d'abord pour moi et pour ce que je veux véhiculer comme message à travers ce truc-là. Donc j'écoute pas les autres, j'essaye de faire abstraction. Et on vous dit, tu ne vas pas y arriver? C'est-à-dire qu'on va pas te le dire directement, mais on va te faire comprendre que c'est compliqué, qu'il y a tout un entraînement, qu'il y a toute une logistique. C'est pas pour toi. Voilà. Malgré que j'ai rallié des continents à la nage et malgré cela, si je viens encore avec un projet un peu, on va dire, un peu loufoque, comme ça, il y aura quand même des gens qui me diront, mais ce que j'essaie de faire, c'est de m'entourer avec les gens qui me mettent des ondes positives. Ma femme, ma famille. Voilà. Donc le dépassement de soi, c'est physique, mais c'est surtout émotionnel. Oui, voilà. Oui. C'est psychologique surtout. Comment on travaille ce côté psychologique? Je vais y arriver. De toutes les manières, je vais y arriver. Hassan, pardon. Je vais y arriver parce que tout à l'heure aussi j'en parlais en coulisses. C'est dans mon cas, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas raison de se dire qu'on ne pourra pas le faire, étant donné que je serai beaucoup plus triste
et on va dire limite je serais en dépression de l'avoir abandonné. Mais est-ce que c'est pas une question d'ego au bout d'un moment? Est-ce que le narcissisme ne prend pas un petit peu le dessus? Il n'y a pas de, jugement de valeur, absolument pas. C'est une question vraiment... Encore une fois, on parle de dépassement de soi, c'est quelles vont être les forces mentales et physiques qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir surpasser ces limites. C'est des limites qu'on se met soi-même. Donc moi, par exemple, c'est des limites qu'on se met soi-même. Et donc, moi, je me disais que quand j'ai eu l'épisode avec le requin qui a été autour de moi entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, si je levais la main et j'abandonnais, ça allait me faire beaucoup plus de mal que le fait qu'il me morde, par exemple. Et donc, c'est encore une fois comment je conçois les choses intérieurement. Donc, il y a vraiment les limites que je me suis mis dans ma tête. Mais c'est justement aussi ce qui arrive à toutes ces personnes qui, un jour, décident, par exemple, d'arrêter de fumer et n'y arrivent pas. Et bon, quand elles reprennent cette cigarette, peut-être que ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est j'y suis pas arrivée, et donc ça enfonce encore plus la personne dans sa frustration. Mais, Alex? Alors moi, ce que j'allais dire, c'est que déjà, à quoi bon culpabiliser? Parce que la culpabilité, c'est un sentiment totalement stérile, qui ne produit rien. Ce qui compte, c'est de prendre acte de la chose quand on a échoué et de trouver les solutions. La caractéristique de la plupart des gens qui réussissent à accomplir leurs objectifs, c'est qu'ils se concentrent 90% du temps sur la solution et 10% du temps sur le problème. Quand on échoue, par exemple, par rapport à l'exemple de la cigarette que tu mentionnais, quand on échoue et qu'on réalise qu'on a échoué, ce qui compte, c'est de se dire, bon, maintenant, je prends acte de la chose et je vais voir ce que je vais faire pour me reprendre, etc. Et là, peut-être qu'Halal va corroborer ça. On va marquer une pause, on va s'arrêter, on revient pour la deuxième partie de l'émission, le conditionnement et le déconditionnement aussi de ces choses négatives, c'est très très important. Merci. On se retrouve dans un petit moment et n'oubliez pas notre interview santé consacrée à l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, avec le docteur Meriem Nemaoui. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous sur Médien TV dans 11 Ito et on parle ce matin de dépassement de soi avec Halal Bennani, thérapeute humaniste, coach international, avec Tony Robbins, expert en psychologie appliquée, Alex Mantraj, coach certifié, fondateur du site Bodysim, et Hassan Baraka, grand athlète marocain, plus jeune nageur mondial à rallier les 5 continents à la nage, premier marocain à courir les 7 marathons en 7 jours consécutifs sur 7 continents. Merci beaucoup d'être sur le plateau, messieurs. On continue notre discussion et on va vraiment consacrer cette dernière partie, on va dire les 10 dernières minutes de ce sujet avec vous, au déconditionnement. On parlait tout à l'heure du fait que très souvent ça commençait très jeune. Le fait de conditionner les enfants, donc les futurs adultes, à ne pas être capables de réaliser certaines choses. Comment se fait justement aujourd'hui cette éducation? Qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous pointez du doigt? Halal Bennani. D'abord, c'est le langage, la manière dans laquelle tu parles à tes enfants. C'est très très différent de dire vas-y tu peux, je suis avec toi, que lui dire ah tu vas pas y arriver, c'est même pas la peine, ça m'a assez. Et je le dis, ça peut sembler une caricature, oui, absolument. Mais dans la vie de tous les jours, c'est des scènes qui se produisent, et très fréquemment, trop fréquemment parfois. Et bon, je ne veux pas compliquer, je vais dire, mais aussi la manière dans laquelle on se parle à nous-mêmes. C'est surtout la manière dans laquelle tu te parles à toi-même. Et tout à l'heure, je disais, oui, les gens, 90% c'est moi-même. 90% du temps, tu te parles à toi-même. Donc ça commence par le langage. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Mais ce toi-même a été conditionné par les autres. C'est sûr. Ouais. Ce toi-même a été conditionné par les autres. Effectivement, c'est sûr. Mais tout part de soi, de toute manière, à la base. Même le respect, on ne peut être respectable qu'à partir du moment où on se respecte soi-même. Ça, je suis convaincu de ça. Et pour en revenir à la question donc, initiale, ce conditionnement négatif remonte encore une fois, comme je le soulignais tout à l'heure, à la plus tendre enfance. Pour prendre un exemple récent, que j'ai lu sur les réseaux sociaux d'ailleurs, il y a une maman qui a révolutionné sa pédagogie en proposant un nouveau système, et c'est plutôt que elle demandait à sa petite fille en fait de faire des formes sur un cahier, et plutôt que de souligner au stylo rouge toutes les mauvaises formes qu'elle faisait, elle se concentrait à souligner exclusivement les bonnes formes qu'elle avait faites au stylo vert. Et rien que cette petite différence, si cumulée à un discours basé sur le renforcement positif, etc., va faire que quand on sera adulte, plutôt que de s'en cantonner à être tatillon et regarder les défauts, etc., des choses qu'on n'a pas bien accomplies, on se concentrera davantage sur nos accomplissements et nos réussites.
Donc voilà. Super. Pour Oui, le Hassan. Oui, pour le conditionnement, moi je donnerais aussi un exemple de mon vécu. Dernièrement, j'interviens beaucoup dans des lycées, dans des collèges et en école primaire aussi, dans des séminaires pour faire découvrir, on va dire, cette étincelle du dépassement de soi. Et j'ai remarqué que lorsque j'ai traversé l'Atlantique et donc que je suis allé sur le continent américain, j'ai remarqué que quand je posais des questions, quand les élèves me posaient des questions et qu'ils se répétaient dans leurs questions un après l'autre ou quand c'était des questions qui sortaient du sujet, les profs ne leur disaient pas que ce que tu fais ou on les grondait pas pour ce genre de choses, on les laissait s'exprimer. De l'autre côté de l'Atlantique, ici plutôt en Europe et chez nous, les élèves ont peur de mal poser une question, voilà. Et c'est dans ce sens-là qu'il faudrait, on va dire, un peu creuser pour. Totalement d'accord. Je crois que c'est fondamental de construire sur le succès. Construire vraiment sur le succès de votre fils. Et il y a tellement de potentiels artistes qui finissent par ne pas trouver leur chemin parce que quand ils étaient petits, ils disent non, non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Les maths ou l'histoire ou la géo. Qu'il essaye, qu'il se trompe, il apprend de ses échecs et qu'il aille de l'avant. De toute manière, il y a un adage dans le monde du sport qui est très connu qui dit qu'on n'échoue pas. Soit on réussit, soit on apprend. Donc il n'y a pas d'échec. Il faut déjà revoir totalement la notion d'échec parce que l'échec est une condition sine qua non indispensable de la réussite et de tout parcours. On est tous confrontés à un moment donné à un autre à l'échec. Et la façon dont on va réagir à cet échec déterminera l'issue de l'objectif que l'on a poursuivi. Alain Benani, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se réveille? Vous animez l'atelier Réveille-toi, sois heureux. Dans le cadre de ce dépassement de soi, qu'est-ce qui fait qu'un beau jour on se réveille, on se dit j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de me réaliser encore plus? Très souvent, c'est un grand mécontentement. Vraiment, et souvent c'est aussi tu sens à l'intérieur de toi que tu n'es pas en train de marcher ton chemin. Les choses peuvent sembler bien à l'extérieur, mais il y a une voix à l'intérieur de toi, il y a un sentiment que tu ne peux pas tromper. Et vraiment, tu sens que ce n'est pas ta vie. Et c'est là que, réveille-toi, sois heureux, ou une finale d'un tournoi, ou quelque chose qui te produit un déclic. Et l'atelier, pour dire ça, c'est juste un moment où tu t'arrêtes. C'est comme si tu te nettoyais ton armoire en printemps. Tu enlèves tout ce que tu n'as plus besoin. Tu as besoin de faire la même chose dans ta vie. Tu as besoin de prendre tes croyances, voir qu'est-ce que tu as hérité de tes parents. Qu'est-ce qui est encore utile aujourd'hui pour ta vie, pour devenir cette personne que tu veux devenir, et qu'est-ce qui est obsolète? Est-ce que vraiment c'est encore pertinent et faire du nettoyage? La question que j'ai à te poser, avec plaisir. Il y a des croyances qui sont vraiment bien ancrées. Comment tu fais pour reconditionner, reconditionner, changer une pensée négative à positive alors qu'elle est, on va dire, lointaine dans le passé? Et si je peux me permettre de poser aussi une question, comme ça avec vous plaisir. répondez à tout. Faire du nettoyage, est-ce qu'on est capable de le faire seul? C'est-à-dire, il faut vous accompagner, mais chacun chez lui, quand on se retrouve avec soi, est-ce qu'on est capable de faire cet auto-nettoyage sans accompagnement? Je pense que oui, tu peux le faire sans accompagnement. Je pense que c'est infiniment plus efficace avec une personne qui est préparée, qui va pouvoir te guider, une personne qui va pouvoir t'accompagner, qui va pouvoir qui est déjà passé par mettre le doigt là où tu as vraiment besoin. Parce que très souvent, on dit qu'on veut des choses, mais ce qu'on veut et ce qu'on a besoin, c'est deux choses différentes. Tu dis, je veux une plus grande maison, je veux plus d'argent, Et réellement, ce que tu as besoin, c'est juste de sécurité. Tu es dans un moment de ta vie où tu commences à avoir des enfants et tu te sens que tu as besoin d'un peu plus de sécurité. Juste prendre conscience déjà que le niveau dans lequel tu parles, c'est pas le niveau dans lequel tu sens, ça libère. Parce que tu as plusieurs manières de ressentir cette sécurité. Comment y arriver? Comment y arriver seul? C'est-à-dire, est-ce qu'on a tous besoin d'être accompagnés pour se dépasser? Est-ce qu'on n'est pas capable de le faire seul? Je pense qu'on parle de deux choses différentes. Smiley, si je t'ai interrompu. Non, vas-y. Je pense qu'on parle de deux choses différentes. Une chose, c'est se dépasser. Autre chose, c'est mieux se connaître. Et autre chose, c'est s'écouter. Mais ça nous ramène à la première question. Le dépassement de soi, ce soi, c'est moi. Pour que je puisse me dépasser, est-ce que je dois me connaître qui est ce soi, ou bien c'est mes réalisations qui vont me faire découvrir qui je suis? Quand tu parles de connaître Sans vouloir soi, faire de philosophie, bien sûr. Il y a juste une chose. Quand tu parles de connaître soi, j'ai comme l'impression que c'est noir ou blanc. Non, pas du tout. C'est une évolution, au contraire. C'est pour ça que c'est pas 0 ou 100. Il y a des choses que tu connais de toi. Il y a des choses que tu vas découvrir de toi. Bien sûr. Il y a des choses donc de dire, il faut d'abord se connaître. Combien? C'est ma question à vous. Est-ce qu'il faut se connaître? Avec 20%, là, tu as 20%, là, tu te connais déjà. Maintenant, c'est le degré de conscience. Et au fur et à mesure que tu vis des expériences nouvelles et que tu es attentif, tu élargis ton degré de conscience. Mais ce degré de conscience, pour pouvoir
évoluer vers la conscience de soi, vers cette connaissance de soi, à travers cette prise de conscience de soi, il faut se donner les moyens de le faire. On n'est pas tous capables de nous donner les moyens. On a parlé de conditionnement, on a parlé de frustration, on a parlé de zone de confort. Il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui, au fond, sont malheureux, mais qui se disent « je n'ai pas moyen de changer la situation ». Parce que pour beaucoup, le problème vient de l'entourage de cette situation, et non pas de soi. Il ne faut jamais remettre la faute sur les autres, il faut toujours... Voilà, c'est ça, c'est encore une fois. Bah, je te laisse, allez-y. C'est le discours intérieur qui prime sur le reste. Vas-y, je t'ai interrompu dans ton élan. Non, la question que tu posais, c'était est-ce que les réalisations que tu accomplis font la personne que tu es, ou c'est que tu dois te connaître avant? Moi, je pense que tu peux accomplir des choses qui font que tu n'es pas heureuse là où tu es. C'est bien le cas de certaines personnes qui se reposent cette Absolument. question. Donc, en fait, il faut prendre le temps constamment, ce qu'a dit donc Alex au départ, à l'instant T, de savoir est-ce que l'endroit où je suis aujourd'hui, c'est là où je veux arriver demain. Voilà, et c'est vraiment aussi faire en sorte, en ce qui concerne les objectifs que l'on se fixe, comme Alal l'a souligné tout à l'heure aussi, c'est qu'ils aient un sens réel pour nous. Il ne faut pas qu'ils aient un sens réel pour l'entourage, on fait ça pour nous. Et encore une fois, ce qui compte, et c'est des concepts qu'on a évoqués tout au long de l'émission, c'est le discours que l'on entretient avec soi-même. Parce que parfois, même dans un environnement très toxique, même si la probabilité d'y arriver est très faible, mais vous allez trouver des personnes qui vont réussir à accomplir de grandes choses. Absolument. Et inversement, vous allez avoir des personnes qui ont été éduquées dans un environnement très positif et qui, au final, ne réussiront pas à produire. C'est pas le nombre de personnes, c'est la voilà, qualité de c'est la la qualité, lueur. c'est la qualité voilà, de la lueur qui nous entoure. Mais c'est ça, c'est au final, le discours qu'on a vis-à-vis de soi-même, avec soi-même, est la chose la plus importante qui soit. Alors, Hassan dit quelque chose de très important, il dit le cerveau est un muscle à muscler. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, il faut... Comment on peut muscler le cerveau de nos enfants et muscler le nôtre? On va dire qu'on va finir sur ça. D'accord. Donc, moi, je le dis parce que, bien sûr, je reste, on va dire, dans le vocabulaire sportif. Mais ça s'entraîne comme tout. Plusieurs personnes pensent qu'on ne s'entraîne pas. C'est comme, par exemple, on parlait aussi d'émotion. L'émotion, ça se cultive à travers, on va dire, plusieurs expériences. On a foi en Dieu. Donc, ça aussi, ça permet, on va dire, de créer... de créer une confiance aussi. C'est-à-dire que lorsque je fais un défi, par exemple, sportif, je ne peux pas juste me préparer physiquement. Je dois me préparer dans plusieurs choses. Et dans la vie, c'est pareil, dans toute chose. On doit, on va dire, mettre, on va dire, tous les outils nécessaires dans nos bateaux qui va nous permettre d'arriver à notre île, à notre Ithac. Mais vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas remettre la faute sur les autres, mais on a besoin quand même des autres pour se réaliser. Vous vous dites, la femme porte le monde, la femme marocaine porte l'univers. J'ai trouvé ça très joli. Vous l'avez dit lors d'une conférence. Oui, donc, mais lorsque j'ai une épouse comme la mienne, je ne peux dire que ça. Donc... non, mais oui, c'est-à-dire... On a besoin des autres quand même. On a besoin Bien des sûr. autres pour nous émettre ces ondes positives, pour Bien qu'on sûr. puisse aller de l'avant. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Moi, j'avais besoin de vous pour faire cette émission. Je rappelle, eh bien, que le sujet, c'était le dépassement de soi. J'espère vraiment qu'on a donné des éléments de réponse à toutes les personnes qui nous... Un petit mot, Allel, pardon. Juste un tout petit, juste Oui. pour que ça soit pratique et utile pour la majorité. Et j'aimerais parler d'hygiène émotionnelle. Oui. On parle d'hygiène physique, on se brosse les dents tous les matins, on se lave le visage, on se douche, mais souvent on ne parle pas d'hygiène émotionnelle. Et ce muscle dont parlait Hassan qu'il faut construire, c'est rien d'autre qu'avoir de petites habitudes, toutes petites routines qui contribuent à cette hygiène émotionnelle. Un exemple? Ahmedullah tous les jours, ou l'Ahmed de l'univers, ou l'Ahmed de juste en disant ça, juste en te connectant, en cultivant cette La émotion de gratitude. reconnaissance. Alhamdulillah. Donc vraiment, il est question de cultiver ces émotions que tu veux sentir le plus souvent dans ta vie. Donc avec des habitudes très très simples, vraiment très très simples. Sourire, sans aucune raison, juste souris, respire. On a oublié de respirer, Abdallah. Juste respire, prends le temps 1 minute le matin juste de respirer. Mais on respire tous les jours. Tu respires pas C'est-à-dire, je consciemment. parle à la place de toutes les personnes qui nous regardent. Les gens se disent, bon, bah, si on regarde cette émission et si on parle et si on mange, c'est qu'on respire. Qu'est-ce que veut dire Allal Benani par la respiration? Prendre le temps d'être présent à ta respiration, tout simplement. Prendre le temps de vraiment être présent à ta respiration. Aussi simple que ça. Tu cultives la concentration, tu cultives... Il n'y a rien qui se fait sans concentration. 7 continents traversés, est-ce que tu pouvais faire sans concentration? Non, bien entendu, mais cette concentration, on la retrouve, dans mon cas, dans les éléments de la nature, dans cette foi que j'avais, tu vois.
continuer à aller de Eh l'avant. bien, on va arrêter l'émission Un sur ensemble cette composé note d'émotions. très, très positive. Merci. Il y a un autre sujet qui arrive dans un petit moment pour les téléspectateurs. On va parler d'AVC, d'accident vasculaire cérébral. On peut lutter contre cette pathologie chronique par la prévention et par la sensibilisation. Il faut donner l'information aux gens. Et justement, dans un petit moment, je reçois une spécialiste, Dr Marim Nemaoui. Mais juste avant, je vous remercie, messieurs. Merci beaucoup à Alel Benani, thérapeute Merci. humaniste, coach international avec Tony Robbins, expert en psychologie appliquée. Alex Mantaraj, coach certifié, fondateur du site Bodysim. Et Hassan Baraka, notre champion, notre recordman et consultant sportif. Merci, messieurs. Merci à vous. On Merci. reste ensemble. Merci. Merci à vous. Merci. On reste ensemble sur Média TV. L'AVC, on en parle dans un petit moment. À tout de suite. Et on enchaîne tout de suite avec notre sujet santé. Merci beaucoup, Dr Marim Nemaoui, d'être avec nous. Vous à vous pour êtes, l'accueil. merci, vous êtes neurologue à Marrakech. On va parler avec vous, on va faire le point sur l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Justement, c'est une pathologie qui peut être prévenue grâce à l'information. Et c'est notre rôle aujourd'hui dans On se dit tout et dans cette rubrique santé. C'est pour ça que nous l'avons mise en place pour les téléspectateurs. Pour commencer, un AVC, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je vous remercie déjà pour l'invitation. Alors, pour parler de l'AVC, simplement, on va dire que c'est une interruption de l'arrivée du sang au niveau du cerveau, d'une certaine région du cerveau. Et ceci, généralement, est dû à l'arrivée d'un caillot de sang, soit par le cœur, soit par une artère, principalement l'artère carotide, ce caillot de sang est envoyé au niveau du cerveau et il va interrompre la circulation cérébrale, ce qui va provoquer un arrêt de l'afflux du sang et un arrêt de l'afflux de l'oxygène au niveau du cerveau. Cette zone va être non perfusée et donc ne sera plus fonctionnelle. Ok, alors l'arrivée d'un caillot de sang au niveau du cerveau, ça veut dire que c'est instantané ou ça prend du temps? Ah non, l'AVC par définition c'est brutal, ça arrive de façon brutale, soudaine. Il n'y a pas de signe avant-coureur, à part les patients qui ont des facteurs de risque et chez qui on peut justement faire ce travail de prévention. C'est une survenue brutale. D'accord. On peut faire une prévention chez les personnes à risque. On va parler justement de cette catégorie de personnes, mais on peut aussi faire de la prévention en termes d'hygiène de vie et autres. On va en parler également. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre un petit peu les causes? Qu'est-ce qui donne un AVC, un accident vasculaire cérébral? Alors, un accident vasculaire cérébral peut survenir chez plusieurs personnes. Quelqu'un qui a plus de 50 ans ou qui a un antécédent familial d'AVC est plus à même de faire un AVC. Ça, c'est une personne à risque. Voilà, c'est une personne à risque et c'est des risques qu'on ne peut pas vraiment prévenir. Donc, une fois qu'on avance dans l'âge, une fois qu'on a quelqu'un qui a un AVC dans la famille, on est plus à risque de faire cette manifestation. Par contre, il y a des facteurs de risque que nous pouvons prévenir et sur lesquels nous devons absolument, on doit faire des efforts pour les réduire, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension artérielle, la sédentarité, le tabagisme, alors on ne le dira jamais assez, la sédentarité. Alors la sédentarité dans notre pays, c'est vraiment un fléau. Il faut encourager les gens à faire de l'activité physique. Alors on va détailler ça, parce que c'est très important. Finalement, c'est la clé de la prévention. Exactement. Quand on parle de personnes à risque, il y a différentes catégories. Vous en avez parlé. Il y a des personnes qui ont des antécédents familiaux. Exact. Ces personnes, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce qu'il y a moyen de faire un dépistage? Est-ce qu'il faut rester vigilant à certains signes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement. Il faut rester vigilant à certains signes. Il faut rester vigilant à ne pas multiplier les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà un antécédent d'AVC dans la famille, il faut qu'il soit plus vigilant par rapport à la survenue d'un diabète, à la survenue d'une hypertension artérielle, à la consommation de tabac ou d'alcool. Par exemple, tout ce qui est hygiène de vie, consommation de viande riche en lipides, tout ça, il faut essayer de les Mais justement, éviter. qu'est-ce qu'on incrimine comme cause principale de l'AVC? Comme cause principale, c'est-à-dire sur le plan du mécanisme, Absolument. on a soit les AVC athéromateux, soit les AVC cardio-emboliques. Alors les AVC athéromateux, c'est le principal, on va dire, mécanisme par lequel arrive donc cette affection. C'est un déplacement d'un caillot, d'une plaque d'athérome qui va se déplacer d'une artère vers une artère du cerveau et qui va la boucher. Donc de façon très brutale. Le caillot de sang, la deuxième mécanisme, c'est un caillot de sang qui va se déplacer du cœur vers le cerveau. Mais qu'est-ce qui enclenche cette mécanique?
Ça dépend. Alors, si c'est au niveau du cœur, en général, le cœur passe d'un rythme régulier à un rythme irrégulier. On appelle ça la fibrillation auriculaire. C'est ce qui va entraîner un déplacement du caillot du cœur vers le cerveau. Par contre, le déplacement de la plaque d'athérome, c'est généralement tout ce que je disais, les facteurs de risque. Une fois que ces facteurs de risque vont entraîner la formation de cette plaque d'athérome, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, cette plaque d'athérome va se détacher ou une partie de cette plaque d'athérome se détache et va se loger au niveau d'une artère du cerveau, ce qui va entraîner un infarcissement et un infarctus plutôt au niveau de cette zone qui va, on va dire, mourir pour être... Mais justement, ce processus de fabrication, il est lent ou instantané? Alors, il est très lent, c'est généralement sur plusieurs années, et c'est justement les personnes qui ont des facteurs de risque qui fabriquent le plus de plaques d'athérome, on va dire, pour simplifier comme ça. On ne peut pas les détecter? Il n'y a pas de contrôle? Il n'y a pas d'examen? Bien sûr. Par exemple, pour les personnes à risque? Pour les personnes à risque, il faut faire un examen cardiaque régulier. Voilà. On essaye de conseiller une activité physique régulière au moins de 30 minutes par jour. Ça, normalement, c'est ce qui est recommandé par l'OMS, bien sûr. Ça, c'est les recommandations. Mais par exemple, le contrôler son corps, parce que, sans rentrer dans l'hypocondrie non plus, sans avoir peur. Contrôler son corps, bien sûr. Contrôler sa tension artérielle régulièrement. Être sûr qu'on n'est pas porteur de diabète. Être sûr que, la consommation de tabac et d'alcool, ça, c'est quand même simple à contrôler. Donc ça, c'est des choses de la vie quotidienne qu'il faut... Alors, est-ce que vous, en tant que neurologue, dans votre pratique quotidienne, et je sais que vous avez également mené une enquête, on va en parler, est-ce que l'épidémiologie est importante? Est-ce que l'AVC est présent ou se développe au niveau du Maroc? Alors, au Maroc, on en voit quotidiennement. Les AVC, je me rappelle quand on était au service des urgences au niveau de l'hôpital ou encore maintenant dans notre pratique, il y a régulièrement 3-4 AVC. Dans les études internationales, on peut extrapoler par rapport aux études épidémiologiques qui ont été faites à grande échelle, c'est un AVC toutes les 4 minutes, 4 à 8 minutes. Donc c'est énorme. Dans le monde? Dans le monde. Alors dans notre avec pays, les conséquences que ça peut avoir. Exactement. On va en parler aussi. Exactement. Au niveau pour le Maroc, est-ce qu'il y a des chiffres? Il y a des chiffres, mais c'est pas très précis. On avait mené une enquête entre 2008 et 2009 au niveau du Grand Casablanca et de Rabat, et je peux vous dire qu'on a constaté que les chiffres étaient assez alarmants. D'accord. Et est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce qu'on peut parler d'un lot de causes liées au contexte marocain? Je pense que c'est surtout le défaut de prise en charge des facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Donc c'est diabète, hypertension. Voilà, exactement. Et il faut savoir aussi que maintenant l'AVC est classé juste après les accidents de voie publique en matière c'est ce qui pourvoit le plus d'handicap et ce qui nous donne le plus de séquelles neurologiques. Donc, après les accidents de la voie publique, vous avez directement l'AVC qui arrive et donc ça vous donne un peu une idée de la gravité. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons programmé ce sujet parce que tout est à faire en matière de sensibilisation et c'est comme ça qu'on peut prendre le contrôle sur une pathologie parce que un AVC, c'est pas qu'une fois en fait. On peut avoir plusieurs accidents. Oui, bien sûr. Quelqu'un un malade qui a fait un AVC peut toujours faire un autre AVC. C'est d'ailleurs pourquoi on fait un suivi régulier. Et c'est pour ça que le patient reste, après un premier épisode d'AVC, reste sous traitement pendant toute sa vie. C'est pas quelque chose que nous allons traiter une fois qu'il est sorti d'hôpital, c'est bon, le malade... C'est une maladie chronique. Ça devient une prise en charge obligatoire, longue et malheureusement pénible pour certains patients. D'accord. Alors, les symptômes de l'AVC, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, les symptômes de l'AVC vont beaucoup dépendre de la localisation. Vous pensez bien de la région du cerveau qui a été atteinte. Donc, ça peut aller d'un engourdissement d'un membre, que ce qui soit supérieur ou inférieur. Bon, classiquement, c'est généralement une hémiplégie. C'est rapide, c'est instantané? C'est brutal. Donc, le malade, dans les 5 minutes qui ont précédé la survenue de l'AVC, le malade était normal. D'accord. Et tout de suite... Pas de maux de tête, pas de troubles de la vision? Il peut se manifester par des maux de tête en ce qui concerne les AVC hémorragiques. D'accord. Donc ça, c'est autre chose. C'est un autre mécanisme et c'est pas un caillot de sang. Au contraire, c'est du sang c'est une artère qui va éclater et qui va endommager la zone adjacente. D'accord. Alors que pour les AVC ischémiques, c'est généralement un caillot de sang qui a bouché une artère. Donc, c'est des mécanismes différents. Par contre, les symptômes sont les mêmes. C'est généralement une hémiplégie,
Une monoparésie, on appelle une monoparésie, c'est un engourdissement, une lourdeur d'un membre. Ça peut parfois concerner que la face, donc une hémiface qui commence à s'engourdir, on commence à pas la sentir, à ne pas bien sentir. On peut aussi perdre la parole, avoir des troubles du langage, ne pas perdre complètement la parole, juste que la parole devienne plus lente. Mais ça, c'est des symptômes, ce sont des symptômes quand même brutaux, qui sont alarmants, qui amènent à la consultation. Est-ce qu'il y a des symptômes, on va dire, qui sont moins pris en considération et qui devraient tout aussi être alarmants? Exactement. Parfois, ça peut être juste un trouble transitoire de la vision ou un trouble moteur transitoire, c'est-à-dire que ça dure moins d'1 heure. Ce n'est pas moins alarmant, les malades ne le mettent pas vraiment au premier stade de la gravité, mais c'est aussi grave qu'un AVC. Ça s'appelle un accident ischémique transitoire. D'accord, c'est une sonnette d'alarme. Exactement, c'est une sonnette d'alarme. Il faut aller consulter, il ne faut pas rester Alors chez justement, soi. il faut aller consulter, il faut aller voir qui? Dans les deux situations. Alors, normalement, un malade qui a ce genre de symptômes dont on a parlé, et il faut absolument se diriger vers une unité de soins, une unité neurovasculaire, ça c'est dans le meilleur des cas, ou sinon aux urgences d'une clinique, d'un hôpital le plus proche. Très bien. Normalement, il faut arriver dans les 6 heures, dans les centres où on fait de la thrombolyse. On parlera, je pense, de ça. Oui, absolument. C'est une technique révolutionnaire. Voilà, il faut se diriger directement vers une unité de soins intensifs et pratiquer une imagerie cérébrale. Au mieux, ce sera une IRM, une imagerie par résonance magnétique. Sinon, ce sera un scanner. On peut se contenter du scanner pour prendre en charge correctement un malade. Donc, il faut vraiment aller consulter très rapidement. Exactement. On parle de cette technique de thrombolyse? Oui, bien sûr. Alors, la thrombolyse, c'est quoi? C'est une technique, c'est une injection intraveineuse d'un produit qui est actif et qui va pouvoir permettre de dissoudre le caillot de sang au niveau du cerveau. C'est une prise en charge nouvelle, récente. Récente, au Maroc, oui. Oui. Mais à l'étranger, bon, pensez bien que ça existe depuis un moment. Ça permet de reperméabiliser l'artère, c'est-à-dire que l'artère ne va plus être bouchée, et cette zone qui a été infarcie va revivre, on va dire. D'où l'importance de se diriger vers un centre de soins très rapidement. Ceci n'est possible que si c'est fait dans les 6 heures qui suivent l'AVC. Très bien. Et donc, une personne qui a déjà fait un AVC doit absolument suivre un traitement à vie, une hygiène de vie à vie. Vos recommandations pour conclure, Dr Mariam Nemaoui? Alors, les recommandations, c'est surtout d'essayer de lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire. Les patients qui sont cardiaques doivent avoir un suivi régulier. Les patients qui ont des valves mécaniques, ils doivent avoir un suivi régulier et un traitement régulier avec un suivi régulier chez le cardiologue. Les patients qui ont un diabète, une hypertension artérielle, ils doivent contrôler leur pathologie et ne pas hésiter à consulter dès qu'ils ont un déséquilibre d'un ou des autres facteurs de risque. Eh bien, merci beaucoup, Dr Mariam Nemaoui. Vous êtes neurologue à Marrakech. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos téléspectateurs. Nous avons parlé avec vous de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Et n'oubliez pas que la première partie de notre émission était consacrée au dépassement de soi, à voir et à revoir sur mediantv.com. À très bientôt. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau sujet.